Bonjour, bonsoir. Comment allez-vous, Salut. messieurs? Une fois de plus, on Hello. a des habitués, à savoir Dry Paints, Swisky et tous ceux qui sont déjà présents. Une vingtaine dans les buts de stream, pas mal. Wildstone, hello. Pour le petit FYI rigolo, on a Pentium qui est passé en sauvage avant le stream, qui peut-être réapparaîtra par magie. Ah, attends, est-ce qu'il m'a répondu à l'instant? Oui. Attends, t'es pas encore... Attends, alors bouge pas. Début de stream ghetto, on rajoute une cam, on change de scène. Pas du tout la bonne scène. Voilà, ça marche, incroyable. Bonsoir Pentium. Avec un petit coucou rapide. Soit en coucou, soit si tu veux te joindre à nous, la salle était ouverte, donc... Je ne sais pas encore, là ma femme est partie aller voir les poules pour les œufs. Ok. Donc à suivre après, mais pour l'instant, ça fait plaisir d'être au début. Elle fait une partie de Egg Bounty. Ouais, c'est ça. Mais Ok. plaisir d'être là au début, c'est rigolo. Je vois le stream sur Twitch en même temps que la scène normale et j'ai un gros décalage. C'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal. Bon, du coup... Finalement, si vous voulez pas de délai de stream, rejoignez-nous tous sur la room. Ne faites pas ça. Ok, je vais peut-être commencer à changer le mot de passe, mais bon, c'était rigolo quand même. Du coup, Dry, comment vas-tu? As-tu passé une bonne journée? De quoi on parle ce soir? Bon, écoute, oui, c'est tranquille au bureau. Et puis ce soir, des petits articles. J'ai essayé de POC des trucs. J'ai bien réussi sur le PC du boulot. Et en fait, à la maison, ça marche pas. Donc voilà, je vais juste parler des articles. Je vais pas poker les tools en live, à part un, éventuellement. Voilà. Alright, Swisky. Ouais, pas de POC de ma part, mais pas mal d'articles, donc on va essayer de tout dépiler si on y arrive. Tout pareil, pas mal de petits articles. Tool, je suis même pas sûr qu'il y ait besoin d'en arriver là. Mais non, plein de petits articles à dépiller aussi. Tiens, tu nous as préparé... C'est toi qui host ce soir, a priori. Oui, bien sûr. Je suis chaud patate pour défoncer de la dé. J'ai appris pendant quelques heures la dernière fois comment faire, donc je suis partant pour... hop, c'est parti. Podalerius et les autres n'ont plus qu'à bien se tenir. Hâte de voir ça. Non, Alors, je nous passe en scène screen. Petit début de veille techno. Comme d'hab, n'hésitez pas un peu à interagir si vous voulez, que ce soit vous, co-streamer et le chat. On est là pour discuter des articles de ce qu'on voit. Pas juste faire du « je parle pendant 20 minutes straight » et ensuite on débrief. Feel free. Et ça part. Du coup, on commence avec une release de Paged Out, gérée mostly par Guinvael, mais pas que. Il y a un comité de relecture. C'est incroyable, hein, ça nous sort plein de petites dingueries, de petits articles. C'est, à mon sens, le pas encore GTFO-like moderne. Un peu plus léger parce que c'est vraiment des bouquins énormes, mais franchement le format est super agréable. Pas forcément besoin de tout lire, parce que si vous avez le temps faites-le, mais c'est quand même dense. Mais piochez quelques sujets qui vous intéressent et vous allez kiffer. On enchaîne avec... Alors, les challenges... Oui, une technique qui est assez sympa, qui n'est clairement pas nouvelle, qui consiste à aller taper de la XSS ou autre, mais sur du PHP, en abusant un petit peu de la manière dont il gère les headers et dont il va accepter ou non de set des headers parce qu'il a déjà envoyé du contenu. Donc c'était un petit challenge qui était proposé par Pivlar de 2.2, à base de bonjour, CSP ultra strict, et derrière un sync classique de XSS. Et justement, il y a un petit... On peut chercher, mais le vrai top final, c'est faites en sorte que votre appli crache des erreurs qui vont du coup être mises dans std.out ou stdr, des fois affichées. Et du coup, le header devient juste du contenu de body classique, parce que s'il y a juste un fil de sortie côté PHP, même s'il peut être ravalé et tout, souvent il n'y a qu'un stream de sortie. Et là où c'est sympa, c'est qu'il dit, voilà la source d'où ça vient, avec des petits exemples de fonctions qui sont abusées ou à qui on file les mauvais inputs pour leur faire générer des erreurs, et du coup rendre caduque le header. Les petits cas dans lesquels ça marche pas. Donc pareil, hein, à checker, petit exercice mental à tête reposée de pourquoi est-ce que ça marche ou marche pas. Assez nice, assez rapide.
Et derrière, il y a vraiment maintenant on va aller ouvrir le code source PHP et dire pourquoi ça marche, comment ça marche, quelles seraient les autres variantes le jour où il patch l'une des manières qui permet de faire cracher des erreurs pour qu'on en ait d'autres. Donc des tailles de get trop longs, trop de paramètres en poste, ce genre de bail. Et du coup, petit sample, voilà, quand il y a trop de paramètres, la parsing de l'URL est fait avant même de commencer à interpréter le code PHP, donc ça balance des headers, mais c'est pas content, c'est un warning, c'est pas une erreur. Donc ça continue. Et voilà. Est-ce que vous la connaissiez celle-là? Le petit Trix. Je connais pas très bien PHP, non. J'ai vu passer le tweet, mais sinon je connaissais pas avant. Ok. Mais j'ai déjà vu un truc comme ça en CTF, envoyer 1000 arguments et le 1001ème il est pas pris. J'ai déjà vu ça, quoi. Sympa. Moi j'ai juste cette URL, donc je connaissais un peu le type de technique, mais je n'avais jamais regardé précisément quels étaient les cas qui permettaient de les faire pop de manière un peu stable. Mais celui-là me fait penser à quand tu es en Perl et que tu vas rajouter plusieurs fois le paramètre pour qu'il soit unpacké côté back-end et que ça arrive à ouvrir, genre taper le deuxième ou troisième paramètre d'une fonction à laquelle tu donnes qu'un seul paramètre. Vu que là tu le passes en liste, ça va overflow sur les autres paramètres de la fonction. Genre ça dépile un peu avant d'appeler, c'est rigolo. C'est rigolo. Suite, nous avons un article de JDX, aka le développeur de Mise, aka un mec super sympa, qui est venu en stream il y a quelques temps. Et globalement, il est revenu sur une discussion qu'il y avait eu à 2-3 reprises dans les pull requests et issues de Mise et de SDF, sur vraiment les fondamentales différences entre les shims et la modification agressive de la variable pass. Donc vraiment, il y a toute une explication de voilà ce que j'aimerais atteindre, voilà comment c'est fait de notre côté, voilà quelle est l'approche alternative. Et du coup, globalement, ça râle sur oui, mais si on met des shims dans tous les sens, eh ben, dès qu'on fait Witch, dès qu'on a des programmes qui cherchent d'autres programmes, ils se trouvent pas les uns les autres. C'est pas standard mainline et du coup, c'est relou. Donc, un hook qui fait que dans Mise, tout se fait en modifiant la variable pass. C'est pour ça que si vous installez Mise, il faut avoir la partie sourcing à la toute fin de votre ZSHRC ou BashRC ou fichier ou ce que vous voulez, parce que vu qu'il va déglinguer la variable pass dans tous les sens, si vous la modifiez après, il y a de fortes chances de péter le fait que one tool to rule them all. Et sinon les shims, mais par contre du coup inconvénient de ça, c'est du hook quand le prompt se réveille pour aller modifier la variable pass. Ce qui veut dire que si un programme du genre VS Code doit aller en trouver un autre, il ne faut pas qu'il trouve le programme, il faut qu'il trouve mise exec -- le programme. Donc faisable, viable, le lien symbolique aussi, donc des shims vers user local bin. Mais c'est un bordel. Mais en tout cas, c'est l'un des gars qui a le plus taffé sur le sujet. Donc c'est vraiment lui qui saura faire. Vous expliquer la diff, le pourquoi, le comment et comment bien implémenter les choses. Pentium, tu dis faut que tu bouges ? Ouais. C'était pas prévu, j'ai fait juste un coucou en mode troll. Pas de soucis. Comme je disais, je vous écoute d'une oreille. Merci et très bon live à vous et à la prochaine les gars. Merci bien et bonne récupération d'œufs. Bonne soirée. Ciao. Salut. Ciao. Et c'est re-switché. Quelle transition. Et j'ai pas mis la bonne. Quelle transition on disait. C'est smooth. Tout à fait. Ensemble les chats sur route, mais oui. Hello Neolex. Ça papote. Donc voilà, il a écrit ce premier article sur vraiment le détail, le pourquoi, le comment des implèmes et des choix techniques qui sont faits, qui sont ils sont pas les meilleurs, ils sont les meilleurs pour le cas donné, pour le besoin, à savoir être incroyable en interactif en CLI, pas forcément en scripting, même si ça fait largement le taf. Et du coup, pareil, deuxième article sur pourquoi est-ce qu'on écrit un language ou tool version manager, comment le faire, qu'est-ce que ça implique, le petit coup de râlage sur les shims avant de faire l'autre article, et derrière un espèce de guide de how-to, comment bien l'utiliser, comment est-ce que les différents langages ou différents subtools peuvent être implémentés là-dedans, pour ce genre d'outils. Et bien sûr, ce qui m'avait régalé sur celui-là, c'est pas tant le contenu est nice, mais c'est les pro tips à la fin où il nous ressort user bin env bash plutôt que bin bash ou bin sh, pour que ce soit la version installée par l'user et pas celle du système, qui est souvent ce qu'on veut quand on fait des scripts côté user. Donc c'est des petits tweaks, mais souvent on les fait sans trop se poser la question, donc assez cool d'en avoir un raw détail. Et le bash strict mode,
qui est un classique. Si vous ne connaissez pas, c'est pour que votre script bash, plutôt que de planter et continuer en trébuchant, dès qu'il y a des problèmes, il s'arrête, que les white space soient vraiment considérés comme des white space avec des comportements un peu plus sains, en tout cas au niveau des \n versus \r/n, et le -u là pour les undefined variables, unbound variables. Dès que vous utilisez une variable qui n'a pas encore été définie, il pète. Ça évite de perdre 2 heures pour une typo. Donc please do paste that everywhere you can. Et le petit -x pour des bugs qui est incroyable. Même dans mon shell. Copier ça dans ton shell, il va se fermer au premier tab qui n'est pas un mot complet ou je pense que ça va très vite se terminer. Mais bon, Ne faites pas ça chez vous. ne faites pas ça chez vous. Alors lui je l'ai pas poké, mais en vrai juste l'expérience a l'air nice. GitHub Dash qui vous permet de faire de la gestion de pull request, d'issue, des choses comme ça de manière programmatique avec tout qui est préintégré bien. C'est un peu un GitKraken on va dire, mais en CLI. Juste c'est joli, ça fait bien le taf. Inconvénient, il faut avoir le GitHub CLI. Donc en fait il faut vraiment installer GitHub CLI puis installer ça en tant qu'extension. Tant qu'à avoir un tool qui en installe un deuxième, VS Code avec l'extension Git ou faire du Git Vanilla, ça marche bien. Mais il est joli, en vrai. Juste ça, En vrai, c'est joli. Hein. Moi, je trouve ça le fait. Moi, je suis scotché par les interfaces qu'on trouve, genre Canines ou ça. Ou même Canines ton est LazyVim. nice. Il est bien un peu ruste. Ouais, LazyVim, incroyable. Incroyable. Clairement. Un article qui est un peu plus vieux. Attends, là, j'ai la musique qui s'est coupée à l'aide. Si tu veux, je peux chanter. Écoute, tente ta chance. Ouais, article un petit peu plus vieux de Antoine Jiquel qui est déjà passé nous voir il y a quelques temps sur les détails de comment pentester certains frameworks. Vraiment, je vais m'en prendre un WordPress ou un Drupal ou un Joomla. C'est quoi les classiques? Parce que on a beau être passé dessus 15 fois, entre avoir le core et avoir une version custom ou avoir juste quelques plugins installés, quand on commence, c'est pas forcément très simple de savoir quoi chercher, où, pourquoi, comment, et surtout comment être à la fois exhaustif et à la fois rentable en termes de temps. Et il vous donne tout, à savoir qu'est-ce que c'est, quelle tronche ça a, comment sont gérés les droits, l'autente et les différents niveaux d'accès pour WordPress, quelle tronche ça a un plugin, quelle tronche ça a un thème. Je vais peut-être dézoomer un tout petit peu, si ce sera moins sympa. La manière dont la DB est gérée, donc qu'est-ce qui marchait, qu'est-ce qui marche plus en termes de account takeover via SQLi ou FileRead, le système de hook qui est en vrai, tant que c'est pas décrit, faut laisser taper la doc. En vrai, je vais pas tout vous faire, mais juste, si vous devez lire un truc avant d'aller taper du WordPress, lisez ça parce que c'est une bonne bible, c'est une bonne bible. En tout cas, ça vous évitera un temps interminable dans la doc parce que c'est dense quoi. C'est conséquent comme soft. Je vais aller lire ça moi. Ouais. Ah franchement c'est... ouais. De toute façon c'est rentable, tu vas de toute façon tomber sur un WordPress dans ta vie auditée une fois de temps en temps. Sauf si tu fais pas du pentest, en ce cas c'est moins probable. Et t'en rentabiliser. Et puis même si tu veux tester les plugins, au moins tu sais comment les choses vont s'interconnecter derrière avec l'authentification, les choses comme ça. Ça a l'air vraiment cool à creuser. Et j'aime bien, il y a des trucs, il y a des mots misleading dans le WordPress, genre il y a des admin action, mais genre c'est pas une action possible par un admin, c'est faire une action en tant qu'admin. Et du coup il y a des gens qui vont mal lire la doc et utiliser le mauvais. Don't quote me sur les mots exacts, mais il y a un bail où il y a 2 fonctions comme ça, ou 2-3 mots qui sont très misleading, et du coup c'est dommage. Bon, c'est bien pour nous, mais bon. Second article, côté Synactive par Louis Jacotto et Martin Pierre, aka Worty. Et donc ils nous ont proposé un mix de plugin IDEA pour l'analyse statique dynamique, mais extra colorful. Donc on est dans le bon mois, donc c'était nice. L'avantage, c'est que plutôt que de devoir tout instrumenter ou faire l'exécution symbolique, ou de devoir faire tout en statique et lire le code et faire des call graph et regarder un peu qu'est-ce qu'on peut inonder, pourquoi, comment avec les contraintes, là l'idée c'est de plugger un run, une trace, c'est juste un gros tracer qu'ils ont fait via Frida, et donc ils ont modifié un peu l'extension Tenet pour qu'elle puisse ingest leur trace et avec beaucoup de metadata
pour rendre ça un peu plus buvable. Donc globalement, Frida Tracer, donc Frida qui est un plugin Tracer pour le format Freenet, qui permet de générer ces traces, et derrière, soit en JS, soit en vachement plus low level, on peut aller vraiment vachement plus low level, on peut aller implémenter un petit peu les hooks pour toutes les fonctions intéressantes, ou utiliser les defaults et dire par regex, il me semble, si c'est en mode Frida, ou hooker un peu ce qu'ils veulent. Et du coup, derrière, ça fait des super call graph pour voir un peu ce qui se passe, l'indentation, lisible, tout ça, alors que des fois les softs d'exploitation binaire ou de reverse peuvent être assez ravageurs pour les yeux. Des plugins pour gérer, le même plugin pour gérer un peu la modification, les watch points d'adresse, les modifications, les crossrefs, etc. Et en démo, ça montre que bonjour, on collecte une trace, super, derrière on se la met quelque part, la trace, et chip chap, ça fait les beaux call graph, ça fait les potentielles recherches de modification mémoire, avec tout qui s'aligne bien parce qu'ils ont bien géré l'API IDEA. Et voilà. C'est pas marrant de faire ça en analyse. Comment dire ? Limite analyse de cordum, quoi. C'est genre aller choper une trace et lui aller voir avec tout le code source et l'assembleur side by side, ce qui est pas forcément fréquent pour ce genre d'outil de reverse. Ah, c'est cool. Qu'est-ce que c'est l'exécution symbolique ? Est-ce qu'il y en a un de vous trois qui veut la prendre ? Bonjour, non. D'accord. L'exécution symbolique, c'est quand on va pas dire ma variable A, elle vaut 3. Non, si on peut faire ça parce que c'est une valeur concrète, c'est vraiment une valeur fixe. Par contre, dès qu'il y a de l'input utilisateur, des segments mémoire, des zones allouées, on va dire ma zone mémoire, elle vaut quelque chose, une variable, mais vraiment au sens mathématique. Et derrière, on va faire des if, des add, des compare, des sub, ce que vous voulez. Et tout l'assembleur va être décortiqué en énorme équation de l'enfer. Et le truc, c'est qu'une équation, si on arrive à la rendre linéaire, on peut l'explorer. Et du coup, les bons frameworks qui font ça, tels que... Ok, les frameworks auxquels je suis habitué qui font ça, je sais pas s'il y a mieux depuis. Il y a Anger, il y a Triton, il y a Manticore pour des smart contracts, Ethereum et autres. Mais l'idée, c'est, bonjour, tu vas aller explorer de manière mathématique ce programme-là. Et dès que tu... C'est pas comme ça que j'utilise. Globalement, on peut lui dire commence à regarder à partir de tel bout de programme ou à partir de juste simule son exécution. Il trace tout. On dit je veux atteindre telle fonction ou je veux atteindre avoir tel type d'output dans la réponse. Du coup, pour satisfaire l'équation et avoir ça en réponse, il faut que je mette quoi en entrée. Très chouette pour péter des keygen. Je connaissais bien Z3 Anger. Eh ben si, exécution symbolique, ouais. That's it. Est-ce qu'il y en a un de vous qui veut prendre la main? Ouais, je commence à mourir d'allergie en vrai. Allez, tu me partages ton écran? Ouais. Yo, Tango la régie. Je l'ai pas encore. Non, ça met du temps. Normalement, c'est bon. Tout à fait. C'est bon. Ok, nickel. Alors on enchaîne du coup avec Reset Tolkien. Petit clin d'œil au jeu de rôle qu'on a fait il n'y a pas si longtemps. Mais surtout, c'est un article qui est vraiment génial, qui parle de tout ce qui est secret basé sur le temps. Et donc dans les secrets basés sur le temps, on va retrouver des secrets tels que Unique ID, qui est une fonction PHP totalement inversible en fait quand on passe un timestamp dedans. Donc à pas trop utilisé pour des tokens d'authentification. Donc là on va la retrouver ici, Unique ID et le Reverse Unique ID. Et le blog vient en détail expliquer comment est-ce qu'on peut retrouver le timestamp, et ça c'est génial parce que si on retrouve le timestamp, on sait quand il a été généré et on peut générer le prochain. Donc est-ce que tu zoomerais un petit peu s'il te plaît? Non. Dis-moi quand c'est bon. Un cran de plus. Ouais, good. Ok, nickel. Donc voilà, là il a pris un petit exemple avec 2 tokens. À partir de là, il retrouve les dates exactes. Et donc si jamais tu vas faire une attaque, donc ce qu'il appelle une attaque de type sandwich, qu'il explique après. Et je crois qu'il a fait des petits schémas super sympas pour expliquer, donc je vais voir si je peux. Oula. Bon, on va pas faire les schémas parce que le zoom a un peu tout pété. Ouais, un peu. On va rester sur les équations ou...
un peu compliqué quoi de relire les trucs comme ça. Ok. Du coup, la crypto, ça marche. Voilà, Ouais, si la vous avez crypto, besoin de casser de la c'est une crypto. boîte, c'est sympa. Mais du coup, on va revenir juste sur Unique ID. L'explication est géniale. Et après, il fait le même type d'explication avec ce type de token, j'allais dire hash, qui sont en fait des object ID de MongoDB. Et pareil, c'est prédictible dans le sens où il y a une partie timestamp, une partie process et une partie counter. C'est mieux avec le code. Je me demande s'ils vont update côté MongoDB pour les object ID. C'est dire, bon, bah du coup, c'était trop prédictible, du coup, let's go, on rajoute un peu de random à un endroit. Ou... En soi, ils ont du random avec le process parce que tu vas pas connaître exactement le numéro de l'ID process, c'est du brute process. forçable. Oui, mais Ou à la pareil, rigueur, tu vas me si dire le serveur counter. vient de rebooter. Si t'es dans Docker, PID Ouais. one. Est-ce que c'est forcément le PID1 ou est-ce que c'est genre le process si jamais il y a plusieurs threads? Ah, je sais pas. Ah bah, plusieurs threads, c'est pas plusieurs process. Ils auront Ouais, des thread ID, mais pas des process. Ils auront le même process ID que le pair. Après, si vraiment ils font un pool de process un peu à la FPM, là, il sera plusieurs process. Je sais pas comment Mongo gère ça. I don't know. Après, sinon, tant qu'il le corrige pas, nous, ça nous fait des vulnes rapides à trouver. Tout à fait. Et l'article est génial, je laisserai les gens le lire vraiment en profondeur, mais les deux parties sur MongoDB et Unique ID sont topissimes. Et ce qui est très rigolo, c'est qu'après, il a allé regarder les implémentations un peu custom que les gens proposaient sur Stack Overflow. Et là, on en voit des très jolis. Alors, je vais essayer de tomber sur le bon endroit. Non, toujours pas. Bon, hop. C'est de récupérer la suite pour ma démo. J'ai un peu Voilà, Stack wipe Overflow. mon history. Donc le premier c'est un password reset où il utilise PHP basique avec 2 MD5, donc absolument pas sécure et complètement pourri. Donc ça, c'est un très mauvais choix, bien évidemment. La suite c'est avec une random string en passant par la fonction rand de PHP. Il explique que c'est pas hyper random, donc il y a une meilleure manière de faire et il fait un super lien vers cet article-là pour ceux qui ont envie de se péter le crâne où quelqu'un s'est amusé à vraiment tester la partie random de la fonction rand. En gros, c'est très CTF-like, mais on peut parfois dans certains cas réussir à retrouver le token. Dans la suite des mauvais choix, un petit MD5 avec un rand derrière, c'est toujours le même problème, ça se pète aussi vite. Et j'aime beaucoup ces annotations, notons à chaque fois, notons de nouveau. Et par contre, quand il y a des bons choix, bah non, on note pas, hein, ça nous intéresse pas quand c'est sécure. Nous, on aime que les trucs qui sont cassables. Attends, je comprends pas. Je comprends pas ce qu'il veut dire par ne notons pas. Bah là, c'est propre, on juge parce pas que le random byte, il est propre. Ouais. Et donc bin2x d'un random byte, nous ça nous intéresse pas parce qu'on va pas pouvoir le casser, on va pas pouvoir trouver une manière prédictible de retrouver un token derrière. Donc on Oui, note avec pas 50, dans nos idées. Et à la fin, avec toutes les idées qu'il a notées, il a fait un outil qui s'appelle Reset Token. Et cet outil permet vraiment d'identifier des suites de tokens, de régénérer d'autres tokens qui pourraient arriver dans le futur. Des choses comme ça assez sympas et même de s'interfacer pour faire son attaque sandwich. Ça supporte énormément de choses. Aussi bien le j'avais pas 32 compris. En vrai, MD5. c'est en mode magique. Tu lui balances un peu ta série, il va tout seul essayer d'auto-détecter. De ce que j'ai compris, oui, mais sinon, si tu sais déjà ce qu'il y a derrière, tu peux lui donner et il va lui-même faire sa tambouille pour te régénérer le timestamp ou les tokens en fonction de ce que tu veux. C'est le cook, mais pour les tokens, quoi. Ouais, c'est un peu un cyberchef en local, uniquement lié à ça, quoi. Mais il y a tout un tas de fonctions pour s'interfacer directement avec des sites qui existent déjà et vraiment faire l'envoi de tokens. Je trouvais ça plutôt pas mal. J'ai pas testé, par contre. Et en même temps, c'est le tool, un peu comme Hashpump ou autre. T'en as besoin 2 fois dans ta vie, mais t'es content quand tu les trouves parce que sinon c'était game over, quoi. Ouais, Réimplémenter des trucs comme ça,
C'est les Clairement, hashtags extension, les bails. Ça fait penser à Cookie Monster, ouais, c'est un peu le délire. Vraiment spécifique pour un type d'input. Ouais. Ensuite, on enchaîne avec un petit article de blog de la Red Team de la SNCF pour créer un agent mythique. Alors mythique, c'est Mythic C2 pour ceux qui connaissent pas. C'est un command and control un peu comme Cobalt Strike, sauf qu'il est open source. Le seul problème, c'est que quand il est open source, les implants sont topés et on n'a pas envie d'utiliser les implants hyper connus comme Athena, Atlas, Apollo. Suski, je vais t'embêter. Celui-là, je t'ai mis dans le GDoc, il a été couvert semaine dernière par Maltemo. Non. Si. Mais après, tu peux en faire un petit récap, parce que tout le monde n'est pas forcément les mêmes d'une semaine à l'autre. Mais tu peux faire un petit truc. Alors attends. Un petit récap. Il a été couvert la Vends-le-moi, semaine pourquoi est-ce dernière. qu'il faut qu'on lise cet article? Ouais, il a plu. Il est génial parce que j'ai coupé les notifs Discord. Miss, classique. Moi je suis ce qu'on me dit de faire. Pourquoi il est bien? Parce qu'en gros il va documenter comment tout faire de A à Z et comment faire en sorte que ton implant qui n'utilise pas JSON passe dans une sorte de Docker black box qui va convertir tout son input en input JSON pour l'envoyer derrière au backend de Mythic C2 et que ça s'interface parfaitement. Ça c'est vraiment super propre. Grosse lib du coup pour parler. T'as juste besoin ce qu'on appelle un translator. C'est un super guide. Il y a tout. Il y a comment sont faits le code source, la récupération des tâches. Alors par contre, il n'y a pas beaucoup de features. Il y a juste une feature pour le shell parce que t'as les basics, tu te débrouilles après. C'est une base et après tu rajoutes par-dessus. Et tout est open source. À la toute fin, du coup, je crois que ça doit être là. Vous avez l'accès au code source. Tu vois la tête du repo? Je me demande quand il y a des gros projets comme ça, si tout le monde est content ou vraiment si il y a de l'engouement derrière, s'il y a des contribs. Ah, j'ai vu, il y avait que dalle. 3 stars. Peut-être falloir mettre un peu plus de stars. C'est frustrant parce que tu sais qu'il y a vraiment quelqu'un qui a passé du temps de ouf, que ça peut servir. Terrible. Ouais. Le problème, c'est que des fois, du coup, t'as des idées de malades qui vraiment pourraient continuer à être utilisées, améliorées, mais vu que t'as pas l'engouement, le l'owner va pas avoir la foi de le maintenir ou autre parce que pourquoi je le ferais pour 4 personnes qui l'utilisent alors qu'en fait il y a peut-être beaucoup de gens qui l'utilisent. Après là c'est une base, il n'y aura pas de maintenance derrière, c'est vraiment juste un POC, histoire de faire un POC. Les gens ont une idée de comment ça fonctionne derrière, soit ils build par-dessus, soit ils refont leur propre implant. Je conseillerais de faire son propre implant parce que ça sera moins topé. Parce que si tout le monde fait sur la même base, il y aura des détections qui vont être générées par là. La base. Next. Mais bon, ça prend du temps de modifier assez ou de refaire le tien. Le classique. Et il se fera cramer aussi parce que tu vas finir par le prêter à un pote, il prêtera à un pote. Boum. Est-ce que celle-là, elle est... Non. Est-ce qu'on en a déjà parlé? Tu veux en parler? Non, j'ai un doute. Vas-y. Si elle a été couverte, c'est dans un épisode il y a longtemps, donc t'inquiète. Fonce. Ouais, 7 mars 2024, je pense que c'est... Mars 2024. Ah non, peut-être pas alors. Non, vas-y. C'est un petit trick que j'ai croisé là il y a vraiment pas très longtemps et je le connaissais pas du tout. Et en fait, c'est basé sur les cookieless sessions. Les cookieless sessions, en gros, ça ressemble à ce format-là. Je vais, zoomer un peu pour qu'on puisse voir. Ça ressemble à ça. Parenthèse XXXXX en .NET V01 et à partir de .NET 2, c'est SXXXXX. Et c'est super marrant parce que ça permet de plus ou moins bypass certaines choses, dans le sens où si vous interdisez l'accès à /admin, qu'est-ce qui se passe si vous faites /sxxxx/admin? Et ça passe. C'est tout bête. Et c'est vraiment fait pour ne pas donner de cookies aux gens. L'authentification est directement dans l'URL. C'est dégueu. On comprend pas pourquoi ça a été vraiment fait comme ça. Ça fonctionne.
Ouais, ça veut quand même dire que t'as les tokens d'authentification dans les logs en clair. Mais ça vient d'une époque où, bon, voilà, c'était pas les mêmes considérations, pas les mêmes besoins. C'est très très moche. Mais en tout cas, le fait est que ça marche bien. Il y a déjà quelques petites CVE qui ont été utilisées donc, pour bypass des accès. Donc là, c'était pour accéder à /protected. Donc on met le cookie de session, le cookie-less session à l'intérieur de l'URL comme je l'ai expliqué. Et ça passe nickel. Donc c'est super propre. Et ensuite, il l'utilise autrement, lui, pour récupérer directement des DLL qui seraient dans /bin. Pas mal. Parce qu'après les DLL, on peut quand même les reverse et choper des petites features sympas sur le site web. Donc le POC est très cool. Il l'a intégré dans son outil 2IS Short Name Scanner. La version Golang ou l'ancienne version Alors là, dans l'exemple, il y a marqué .jar, donc j'aurais Ah tendance à oui, dire non, en en Java. effet. Parce que du coup, il y a un ISN qui a été créé juste en Golang, sympa à utiliser aussi. Il me semble qu'il a une ou deux features en plus, mais sûrement pas celle-là. Et du coup, Yann, pour répondre à ta question, j'étais en train de regarder par curiosité avant même que tu l'écrives. Je pensais qu'on avait un plem dans bypass sur parser et je me rends compte qu'on a très peu de payload avec des parenthèses. Donc ça a clairement été mis dans la to-do list, mais non, pas encore. Oupsie. C'est bien parce que je te voyais chercher que j'ai non, posé mais la question. Je me suis dit, attends, je vais rajouter dans mes articles, je vais dire, on l'a déjà fait. Non. Déjà lu, mais pas eu l'occasion. Pas eu le time. L'article suivant, toujours un Petit article zoom de aussi. Synactive. Parce que Ils sont prolifiques, hein. Ils ont des articles incroyables qui aiment bien casser le crâne aussi malheureusement, mais vraiment très sympa. C'est sur la release de owned.py qui permet Refais-nous un de... petit zoom, s'il te plaît. Touc, touc. Yes. Encore un cran. Nickel. Je vais le mettre en format mobile bientôt. Les limites du format. Non, ça va, on arrive à lire. Oui. Donc, Owned, un petit outil pour taper sur tout ce qui est défaut d'ACL sur les organizational units. Note bien Dry, peut-être que ça tombera dans une machine Active Directory. Je m'en vais. Français, je m'en vais. Et vraiment super sympa parce qu'en gros, je connaissais pas du tout les vulnes d'ACL sur les OU. Ils m'ont pris énormément de choses. Le tout début où on t'explique que globalement, si tu as les droits sur une OU, tu vas avoir les droits par transitivité sur tous les enfants de cette OU. Sauf si ces enfants sont dans un groupe privilégié. Et donc là, il faut trouver une nouvelle manière d'exploiter le truc. Et là, pour simplifier grandement l'article et tout paraphraser, on va passer par des GPO et lier une GPO à l'OU pour que la GPO s'applique sur tous les enfants et exécute typiquement sur tous les serveurs de cette OU une tâche planifiée. Et Ça tricote. c'est incroyable. Le tricot. L'outil a l'air très sympa. J'encourage tout le monde à regarder parce que je pense que ça va ouvrir des voies et de compromission dans pas mal d'entreprises. Et ce qui est encore mieux, c'est qu'ils ont fait une pull request pour Bloodhound qu'on doit voir à la toute fin. Donc, T'auras sûrement les petits passes d'autocompromission qui vont être ajoutés dans NetExec aussi, si c'est pas déjà fait d'ailleurs. NetExec, je sais pas, parce que c'est quand même assez spécifique et l'exploitation requiert quand même pas mal de steps. conditions. Ok. Du coup, plutôt outil à part, à la Certify. Ouais, c'est plus un outil à part. Dans les conditions, tu vas avoir besoin typiquement de créer des comptes machines, de pouvoir relier des utilisateurs avec l'interaction directement dans les attributs LDAP. Le fameux flag --danger quand tu lances ton attaque. Je sais pas s'il y a ce genre de flag, mais je pense qu'il y a moyen quand même de flinguer des choses. Hein, parce que Je on vient pense. quand même modifier des choses dans des OU. Donc C'est un petit peu touchy. Après, il y a peut-être moyen. Non, j'allais dire, il y a moyen d'en créer une factice, mais non, parce qu'elle a pas. Si, c'est transitif, tu prends l'OU que tu veux utiliser, tu te crées une sous-OU avec un nom random identifié par ton outil, et derrière, tu fais tout à partir de celle-là, mais t'essayes. De toute façon, à partir du moment où tu pushes des GPO, tu peux tout péter. Ouais, tu pourras pas créer Sur- une de toute façon, sous-OU si c'est pas de DOM. Hein.
Et là, le Ben, but, si t'as c'est les droits justement... sur l'OU. Ah, Après, I don't aucune know. idée. Je sais pas, Je connais pas I don't assez. know. Non plus. Je connais pas assez. Mais en tout cas, Bloodhorn connaît bien. Et du coup, maintenant, on a des petits chemins qui vont se faire pour nous dire ah bah là, en fait, tu as le droit de modifier le GP-Link, donc de pouvoir linker la GPO avec l'OU, et ensuite d'utiliser l'outil pour automatiser la compromission. L'article est génial. Un petit peu long, mais très sympathique. On enchaîne avec un article de Decoders où il vient parler du privilège SE Relabel qui globalement fonctionne un petit peu comme SE... je vais dire une bêtise, SE Tech Ownership. Et l'exploitation c'est un peu comme SE Debug Privilege. Donc au final ça vous permet d'avoir de spawn une commande en tant que système alors que vous étiez juste administrateur. Donc c'est pas une escalade de privilèges au sens propre, c'est plutôt une comment je pourrais dire, un bypass du AC. Donc pas patché, parce que c'est par défaut. Donc très sympa, je sais pas par contre si c'est vraiment très utile. Si on a besoin de sortir une CMD en tant que système, pourquoi pas, mais je pense qu'il y a d'autres méthodes et d'autres privilèges qui seront disponibles avant, dont ce debug privilège, mais s'il est strippé et qu'on n'y a pas droit pour je ne sais quelle raison, c'est une alternative. C'est tellement un monde que j'utilise peu, pas. On le voit dans les yeux de Dry. Ouais, c'est... Je vais contribuer à cette information. Non. Je me suis dit que j'allais vous rajouter un petit peu d'Active Directory. Ah non, mais c'est bien, je pense que tu en ravis certains, mais de là à être utile pour faire des choses là-dessus. Et comme vous en aviez pas assez de l'Active Directory, on va parler de la dernière release de NetExec. Non, mais ça va, ça compte. C'est pour que les gens, c'est pour que même les gens qui savent pas faire d'Active Directory s'en sortent avec un outil. Ça compte. Bon, dans la dernière release, beaucoup de fixes. Surtout quelques petites features intéressantes qui permettent de définir des DNS lorsqu'on a besoin de faire des résolutions DNS, que ce soit directement fait par l'outil, plutôt que d'avoir à modifier son ETC host, parce que c'est désagréable de faire ça à chaque fois. C'est confort, mais bon, c'est... Ouais, mais disons que tu as c'est bien, ça le fait un automatiquement. contrôleur de domaine, tu lui dis bah vas-y, va taper sur le DNS du contrôleur de domaine à chaque fois et tu t'embêtes plus. Ouais, mais attends, c'est-à-dire que ça utilise un résolveur DNS interne ou ça va automatiquement gérer ton ETC host? Non, ça utilise un système de DNS interne et... Tout interne, je pense qu'il fait les requêtes directement DNS au DNS que tu lui as fourni et ensuite il continue dans son code. Ok. Je vais pas regarder le code en non, parce que sinon ça veut dire qu'il faut le profondeur. truc qui ait les droits de read-write sur ETC host. Ah non. Ouais, voilà, j'y croyais pas. Non. Mais il y a quelques petits modules sympas qui ont été ajoutés, dont getFGPP pour avoir les fine grain password policy. Toujours sympa dans un rapport quand on cherche à dire que tel utilisateur il a pas suivi la policy ou juste la connaître en fait, afin de brute forcer correctement. On vous voit les utilisateurs. On vous voit. Oui, C'est ce que vous faites. on vous tapera sur les doigts mais en anonyme. Des fixes pour WCC, énormément de choses. Je laisserai les utilisateurs le tester, mais je pense qu'il y a pas mal de croustillants dans cette dernière release. Ensuite, j'en fais un dernier et je te relaisse la main. Il y a tellement de choses dans une release. Ouais, Le taf mais encore, de je suis pas descendu. Hein. Codebase active. C'est bien. Ouais. C'est bien. Ça bouge. Oh non. Oh no. Oh no. Je reprends la main si tu veux. Ouais, j'espère que ça va passer. Yann, si tu as envie. Allez, vas-y, je vais prendre la main. Je vais vous montrer mes petits attends. articles. Il a son petit dernier qui... Ouais. fait une chape. Ah ok. Ah, Je pensais que c'est parce tu que... viens de flasher les gens. Quel enfer, vas-y. Yann, envoie-moi ton écran. Ça marche. L'homme qui flash les gens. Screen. Attention, ça peut vouloir dire plein de choses. Hein. De flasher les gens. Ouais. Un radar.
Ouais, Ouais. on va dire ça, en parlant français. Alors, bah moi j'ai pas beaucoup Là, attends, d'articles. par contre, j'ai pas ton et, écran. Ah, si, T'as il vient d'arriver, t'as pas il mon vient écran? d'arriver. Si, c'est tout bon. Paf. Good. Ouais, j'ai pas beaucoup d'articles, mais vas-y, c'est pas grave. On va commencer par une RCE sur Confluence. Ouais, l'article il date de janvier. C'est pas tout jeune, mais c'est pas grave, c'était quand même cool à lire. Alors, si je ne me trompe pas, il me semble qu'ils partent d'une SSTI. Alors, ils vont... Je t'invite aussi à zoomer. À zoomer, ouais. Ah oui, c'est vrai. C'est pas naturel hein, de lire en aussi gros. Ouais, non, clairement pas. Parfait. Donc, en fait, ils sont partis de la CVE. Et après, ils ont fait une end-day. Donc, ils sont allés chercher dans les modifications qu'il y a eu sur GitHub. Et ils se sont rendus compte après coup qu'elle passait pas sur elle passait que Version sur la SaaS. latest et elle passait pas sur les précédentes. Pardon. Ah, en voulant faire une end day, ils ont fait une zero day? Non, pas du tout. En fait, c'est que la end-day, elle marchait que sur la version sur la version précédent la latest, mais sur aucune des versions précédentes. Parce qu'en fait, il y a eu énormément de remaniements sur la codebase, etc. Ils ont juste une petite période de vulnérabilité, mais trop récent, quoi. C'est ça. Et donc, bon, ça a quand même emmené sur une RCE, donc quand même bien critique. En fait, ils sont passés sur les templates VM, c'était... Merde, j'ai plus l'acronyme. Bon, c'est des views et dans lesquels il est possible d'avoir un petit peu de templating comme ça. Grâce à leur SSTI, ils ont réussi à obtenir des petits bouts de code, mais globalement ils étaient dans un environnement sandboxé. Donc ils ont fait appel à un autre chercheur, je trouve plus son nom. Voilà, Alvaro Munoz, qui lui faisait le travail dont ils avaient besoin en parallèle, c'est-à-dire l'escape de sandbox. Et donc, pour arriver rapidement à la fin, c'est comme ça qu'ils arrivent à la RCE. Ils ont fait le template Nuclei et ils utilisent tous les outils de Project Discovery parce que c'est La Project base. Discovery. C'était les Velocity Macro. Beige de Ouais, templating c'est Java. Voilà, c'est ça que je cherchais. J'avais pas le nom. Il me semblait qu'il était écrit plus haut, mais bon, Je vais le bref. chercher, je l'avais pas non plus. Voilà, bonne lecture. C'était cool. C'était cool de voir le processus de comment ils ont reproduit la end-day. Voilà. Toujours sympa de voir un peu des post-mortem. Est-ce qu'ils mettent que le chemin bonjour, on a fait ça et ça marche, ou il y a le côté on a tenté ça et échoué, tenté ça et échoué? Bah, c'était assez court. Ouais. Ils présentent 3-4 points de blocage, mais ils arrivent rapidement sur le bypass en fait. Tu vois là par exemple, là ils sont embêtés parce que c'était un problème de quotes. Et donc en fait ils ont mis des petits caractères ASCII dans leur payload et hop, par magie ça marche quoi. Chapeau. Donc voilà, c'est assez fluide. Petite nouvelle que j'ai découvert tout à l'heure parce que j'ai été l'heureux élu. J'ai reçu un petit mail de Have I Been Pwned qui me dit bonjour, votre adresse email apparaît dans un breach. Et donc j'étais un petit peu malheureux, donc si vous voulez aller choper mes creds, vous pouvez aller sur Telegram. Il y a une des plus grosses combolistes de l'histoire de Have I Been Pwned, puisqu'il y a 361 millions d'adresses email uniques dans ces combolistes. Il y a quoi qui a sorti le hash, le pass, les adresses? Eh ben il y a un peu de tout. En fait, en réalité, c'est pas un gros leak unique, c'est simplement un chercheur qui s'est amusé à faire un scrapper pour Telegram, qui s'est amusé avec ce bot à rejoindre tous les channels Telegram qui s'appellent Combolist, Best Combolist, machin. Ok, il y a et tout à télécharger tous les fichiers dans lesquels il y avait du ASCII
Et il a tout sorti, il a tout dumpé. Il a envoyé ça à Monsieur Troy Hunt, qui est le gars qui a fait Have I Been Pwned à Quel l'époque. enfer pour normaliser tout ça. Je pense qu'ils ont la grosse moulinette depuis. Mais quel enfer. Je crois que le gars a fait tourner son bot pendant 2 mois pour scraper suffisamment de données sur Telegram. Et en fait, ce qui est terrible, c'est que mon adresse email à moi, elle apparaît dans un leak qui apparaît sur Telegram, mais j'ai aucune idée de sur quel site c'est. Parce qu'en fait, ces combolistes, ça peut être aussi bien des combolistes Amazon, Gmail ou n'importe quel autre site du monde. Et donc, le gars s'est pris une sauce, en fait, je vais vous montrer à la fin, parce que c'est sur son blog à lui. Il se prend une sauce, il répond à quasiment tout le monde, et il y a tout le monde qui lui dit « Mec, have I been pwned ? C'est useless pour un leak comme ça. » Parce qu'en fait, je sais pas sur quel site je me suis fait péter. Moi, dans mon gestionnaire de mots de passe, je dois avoir, je sais pas, 200 sites sur lesquels je suis inscrit. Je vais pas aller rotate 200 creds. Après, si c'était fait de manière... Comment dire ? Là, les gens râlent parce qu'ils skill issue, purement. Je dis pas que je le fais, parce que clairement je le fais pas assez, mais normalement tu peux utiliser ton mail plus un alias sur n'importe quel site et du coup identifier la source, donc ça sert à rien, get good et Nora, genre... Tu peux faire ça, mais ça veut dire qu'après il faut qu'à chaque fois tu ailles inscrire ce mail avec l'alias dans Have I Been Pwned. Si tu utilises Have I Been Pwned, est-ce que t'es pas à un script Python près, finalement? C'est Et vachement est-ce chiant. que... Ça peut, mais tout a un prix, quoi. Et si tu veux pas faire ça, râle pas parce qu'on t'envoie un mail en essayant de te protéger, alors que pour une fois, c'est un overkill. Ouais, après... Bon, en vrai, le débat il existe, et sinon le gars il aurait pas reçu 200 réponses là-dessus. Hein. Lui il dit moi je veux juste pas que mon site ça devienne un nouveau dark market sur lequel tu peux aller acheter les meilleurs combolistes, donc de toute manière. Petit wink des hashed. Tu peux acheter les combolistes, mais bon, tu peux choper des passes en clair. Ouais, c'est ça. Bon, j'ai regardé, il est pas sur The Hashed non plus. Donc je suis dégoûté. Voilà, je sais pas quel mot de passe il faut que je change. De toute manière, j'ai du DFA partout là où je peux. J'ai quasiment pas de password reuse. Ça devrait le faire. Il y a qu'à espérer que ce soit pas sur les comptes Google. Parce qu'avec un peu de chance, tu peux retourner sur les télégrammes en question et CTRL F. Ouais, je suis pas sûr que ce soit une bonne idée d'aller se ficher dans tous les télégrammes qui ont des combolistes. Ouais, Sock Puppet, plus Tor, plus que tu veux. Ouais. Bon, et pour la petite anecdote, j'ai aussi demandé à quelqu'un qui fait de la CTI et de l'OSINT de chercher s'il arrivait à trouver des trucs sur moi dans les événements récents qu'il a pu voir sur son temps, et il m'a dit que normalement c'était ok. Normalement il n'y a pas de dump très récent, il n'y a que des vieilles données avec des vieux mots de passe, donc des leaks desquels j'étais déjà au courant. Ouais, petit rappel, tout ce qui est, là on couvre des articles, mais tout ce qui est partage d'outils, partage de data leak et tout, et sur Twitch, on évite les TOS, coucou le chat, on reste courtois avec ce genre de sujet. L'attention est louable, on propose pas ça comme ça publiquement. Attendez d'être au moins dans un channel privé Discord. Sur Think Love Share, c'est le meilleur moment pour placer ton Discord. Non. Si, de toute façon, il y a déjà des choses qui se baladent, mais bon. À cause de J-Voisin, ça encore. Ouais. Non, t'inquiète, pas de soucis, pardon. Galère. Mais bon, c'est là le petit rappel à pas cher qui fait qu'on peut éviter des grosses galères plus tard, donc petite redite de temps en temps, ça fait pas de mal. FBI, open up. Oh no. Surtout que stream avec un VPN pour cacher l'endroit où t'habites, no way quoi, genre le VPN il va faire vidéo. Ah bon, ça peut se faire, toujours. Faut qu'il y ait du bon upstream et downstream dans le VPN chez toi et sur Twitch. Non, j'ai pas envie, je suis pas joueur, je suis pas assez joueur. Je vais me faire remercier aujourd'hui, je jouerai pas. Pas suffisamment joueur pour t'ajouter un nouveau spoff. Allez, faisons ça. Attends, Falco à Mano, 1 an et demi, pas d'incident, il y a Falco. C'est vrai. Allez,
Là, je vais parler un petit peu de l'introduction à l'EBPF que je voulais POC ce soir, que j'ai POC toute l'après-midi et que j'ai pas réussi à refaire à la maison. Donc je vais juste me contenter de vous parler de l'article que j'ai beaucoup aimé, puis une fois que j'ai mis les mains dans le cambouis, beaucoup moins aimé. Je pense que je vais me mettre en day mode. Hop. Désolé pour vos yeux, je vous flash. À vous de décider du sens. Encore un cran de plus, peut-être. Encore un ? Ouais, un petit cran. Allez, nickel. Donc on va parler un petit peu de l'EBPF. EBPF, ça veut dire Extended Berkeley Packet Filter. Donc c'est un programme qui se trouve un peu à la limite entre le userland et le kernelland et qui sert à faire tout un tas de choses sur du bas niveau et notamment à faire de l'écoute sur des syscalls. En tout cas moi c'est comme ça que je l'ai testé cet après-midi. Je suis sûr qu'il a tout un tas de fonctionnalités qui sont encore plus intéressantes, mais c'était l'objectif aujourd'hui de ce test, quoi. Grossir un peu le sujet, aller jouer, ouais, observer. Petit 1 on observe, petit 2 on verra si on fait des bails. Donc normalement mon résumé il raccourcit déjà ça qui est résumé normalement. Donc là on a un petit schéma. Donc le programme BPF il vit dans le kernel space, mais il nous permet de discuter avec plein de choses. Il nous permet d'ajouter des hooks sur le kernel ouais, on va le voir un petit peu après. J'ai quand même un tout mini POC à montrer. Donc l'objectif en fait du lab ici, c'est juste de faire un petit hello world dès qu'il y a un execve qui existe sur la machine. Donc c'est trop cool, il nous donne un petit code source et voilà. Donc on a le schéma, donc c'est parfait, on a le code et puis après voilà, c'est tout. Donc il y a une petite explication qui nous dit alors d'abord il faut que vous compiliez le code, il faut utiliser Clang. Ok. Cool, bon ça va, Clang c'est juste un compilateur, mais normalement le fait que j'ai ajouté 2 headers et encore celui-ci, je l'ai pas encore fait, j'ai pas son code source, je sais pas comment le faire. Bref, j'ai énormément galéré parce que je voulais utiliser le plus possible l'article. Je me suis retrouvé à aller chercher des Hello World sur GitHub ou sur d'autres sites et tout ça parce qu'en fait, vous remarquez que dans la suite de l'article, il n'y a aucune commande, il n'y a rien qui nous aide, même pas une commande incomplète, quoi. Donc j'ai pataugé pendant 3 heures tout seul devant mon ordi à essayer de faire compiler ça et voilà. Très bon, évidemment, on veut expliquer quelque chose sans forcément que ce soit copy-paste. Ouais, sans que ce c'est soit une marche sûre. Peut-être plus explication du concept sans que ce soit tuto, quoi. Ouais. Et moi c'est un peu ce que j'attendais malheureusement. Donc j'ai quand même essayé de suivre les étapes du programme et je me suis rendu compte que l'étape 1 ça va, c'est faire ça, et après il y en a 10 hein. Et donc les 9 autres il a fallu que je me débrouille et que j'invente. Donc en fait on va reprendre ce schéma là. Une fois qu'on a réussi à se créer un petit bytecode du code de BPF, il faut qu'on le passe dans un verifier. Le verifier, ce qu'il va faire, c'est que lui il va checker que notre bytecode il va pas complètement complètement freeze la machine, parce que par exemple là en l'occurrence si on se hook sur un execve et qu'on freeze la machine pendant 1 seconde, des execve il y en a plusieurs à la seconde sur un kernel, et donc si notre bytecode il prend trop de temps ou qu'il crash ou qu'il a un problème, comme ça tourne en kernel land, les bêtises elles peuvent arriver vite et elles peuvent arriver fort. Donc on a ce verifier qui vérifie que le truc tourne en moins de 1 milliseconde, qui vérifie que ça fait moins de 1 million d'instructions, qui vérifie que ça crache pas en fonction des inputs, etc.
Ensuite, il est passé au Just-in-Time Compiler. Et enfin, on peut le hooker de force dans le programme BPF qui après, lui, va le faire tourner naturellement. Et donc ça, c'était juste la première étape. Il faut savoir que Axeis a fait un deuxième article, pas beaucoup plus détaillé sur la marche à suivre, qui est eBPF par la pratique, la dissimulation d'un PID. Après 2 heures à avoir bataillé sur un Hello World, je vous avoue que j'ai pas tenté de dissimuler un PID. Ça, c'est des usages vraiment genre rootkit, où t'as envie de faire des trucs un peu rigolos. Globalement, à moins de vraiment aller faire ton implant, t'auras pas besoin d'avoir un bon moment. Et ce qui est encore pire, c'est que ce qu'on a de plus proche de la solution finale, en fait, c'est du pseudocode. Ici, un peu frustré peut-être, Yann. Ouais, je suis un peu frustré. Je suis déçu parce que je me suis dit, vas-y, je vais faire un programme eBPF et je vais réussir à cacher le PID de mon programme eBPF. Et enfin, d'un programme grâce à un hook eBPF. Et en fait, j'ai pas du tout réussi, donc je suis dégoûté. Mais par contre, j'ai appris plein de choses, l'existence des trace points, des hooks, etc. Enfin, c'était vraiment cool quand même de faire ça. Ça m'a permis de me remettre au C, dans lequel j'ai pas mis les mains depuis très longtemps. Et ensuite, ça m'a montré aussi la petite marche à suivre sur comment il ferait pour masquer le PID d'un programme. En fait, ce qu'il faut, c'est que le kernel, lui, il voit toujours l'existence de ce programme. Donc, côté kernel, on fait rien. S'il voit côté plus, userland, problème. Ouais, c'est clair. Et côté userland, c'est juste hook un petit getDance 64. Voilà, directory entry. Et simplement, on va masquer dans /proc le dossier du PID. Donc, on récupère la map dans laquelle il y a tous les directory entry dans /proc. Par exemple, si on veut cacher le PID 4, on va juste le retirer de la map, on bouge tous les autres, et après en userland, le PID 4 il n'existe pas. Est-ce que ça suffit? Le cacher de /proc, ok. Après, est-ce qu'il n'y a pas moyen d'aller faire des ftl à certains endroits pour les récupérer? Est-ce qu'il n'y a pas moyen d'aller le choper avec un syscall en direct, ou en tout cas essayer de communiquer avec des PID jusqu'à voir lequel existe ou n'existe pas? Si, je pense. C'est infernal. Tu peux cacher plein de trucs, mais pour tout avoir. Là, c'était vraiment juste la petite recette de cuisine. Voilà, on va essayer de faire ça. Pour le cacher, une première étape, ça pourrait être de le cacher dans proc, etc. J'aime bien l'exercice de penser de jusqu'où est-ce qu'il faut tryhard pour arriver à vraiment le topper. Parce que du coup, d'ailleurs, tu listes les probes. Bon, super, faut que ta probe, elle cache le PID, mais qu'elle cache aussi sa présence. Ok, ah oui, mais attends, sa présence, elle influence pas mal de choses sur les temps d'exécution. Bon, il faut ajouter du jitter sur les temps d'exécution pour pas qu'on voit qu'il y a une probe. Poup. Donc voilà, c'était bonne lecture. Je suis un peu déçu de pas être arrivé aussi loin que les 2 articles. Mais bon, c'est pas grave, skill issue, get good, et je vais essayer de le faire. Et après, j'ai trouvé, en faisant un apt search, et je crois que c'était dans les articles en plus, BPF Trace, qui est un petit outil en CLI, donc hyper haut niveau, très facile à utiliser. Il nous donne carrément des petits one-liners pour jouer avec, en fait, et ça nous permet d'exécuter des petites commandes d'ajouter des petits hooks, ouais, c'est ça. Est-ce que t'as eu du fun avec ça? Parce que j'avais essayé un peu, j'ai eu quelques résultats, mais c'était pas ultra parlant. Genre, ok, il y avait des metrics, mais c'est que les trucs où genre tu vas comprendre ce que c'est si tu as écrit la preuve toi-même, parce que c'est vraiment de l'information précise. Et je t'invite à zoomer d'avance ton terminal et tout. Ouais, carrément. Mais en tout cas, il y avait des trucs intéressants, mais trop low level en type de prod, d'où les outils à la sysdig avec les Shizzy avec les outils de debug, parce que sinon c'est spécifique plus quoi. En vrai, cool, parce que tu l'as en CLI et tu l'as tout de suite. T'as vraiment zéro setup à faire. Enfin, genre c'est apt install et ça, c'est là. Pour vous dire jusqu'où j'ai poussé le niveau de flemme, je suis allé demander à un pote. Je lui ai dit, vas-y,
fais-moi un hook qui va aller regarder qui va afficher tous les fichiers qui ouvrent TC PassWD. Donc vas-y, je vais le lancer. Hey, ChatGPT, tu vois cette fonction? Ouais. I need to hook her. Wait, no. Wait. Abort. Donc là, Blague nickel. technique. Blague très très technique. Et un peu vaseuse. Et donc là, bah, dès que je vais faire 4, ETC, bam. Voilà, on voit la commande qui apparaît. Je crois que quand j'ouvre un nouveau terminal, mon terminal il va l'ouvrir une fois. Et sur le PC du boulot, j'avais mise. Et mise, il ouvre un nombre incalculable de fois Etsy PassWD au lancement. Et donc, bah voilà. Si vous voulez faire des petits. Je pense que ça peut être utile. Par exemple, quand tu vas débug des trucs qui vont ouvrir des libs partagés ou des trucs comme ça, tu peux voir s'il est bien ouvert ou alors s'il est dans le bon pass ou des choses comme ça. Ah bah c'est vraiment voir tout ce qui se passe, quoi. Introspection sur ta machine. Ouais. Mais bon, en vrai, pour le BPF, pour l'exo de faire le BPF, foncez, ce sera jamais perdu. Pour le côté vraiment introspecter votre machine, sysdig gold, ouais, sysdig tirer grand A pour que ça affiche en ASCII tout le bordel. Derrière, élément.type égale exec ou open ou read ou ce que vous voulez. Facile. Ça fait des filtres, c'est trop bien. Trop bien. Ça fait du jazz. Hein. Voilà, c'est tout pour moi. Ok. Eh ben, je reprends la main sous peu. Et le temps que je change, mea culpa whisky, l'article n'avait pas été couvert. J'ai glitché avec une discussion. Donc j'ai checké entre temps. Pas de soucis. Happens. Oupsie. Alors, petit repo, petit tool, CodeJump, et c'est rigolo parce que l'infosec est un petit monde. Si vous regardez, on a le Brown Chassid qui était mis en stream, CodeJump qui est un gars de la commu Fondop que je connais un peu moins, mais moi je regarde souvent les issues d'un guide pour regarder à quel point c'est vivant, utile, en train de bouger. Et en fait, est-ce que c'était celle-là? Non, ça je connais pas, mais on tombe sur Lil Doudou, autre viewer, et voilà. Non, juste c'était rigolo parce que vraiment les potes sont partout. Et potentiellement ils se voient en stream. Je passe à la télé, et du coup, cet outil il fait quoi? Cet outil il permet d'aller checker tout un tas de petites misconfigs, petites failles, petits cache poisoning, petits header tampering. De toute façon, on sait qu'on n'aura jamais aucun tool qui est exhaustif parce qu'il y en a des millions, ils sont une armée. Mais je comptais en parler il y a quelques temps en stream, et j'aurais dit bah les gars, je vous le poké, l'outil a l'air nice, il y a des payloads, mais c'est pas trop la stabilité encore. Et c'est déjà des terres, et ils ont vraiment refait un aide, du parsing, de la doc, propre, ça s'installe bien, je l'ai testé Works First Try. À mon sens, il manque peut-être le pipi qui s'installe pour vraiment avoir un guide clone en moins, et l'output est nice. Donc, ça fait plein de choses, ils sont assez exhaustifs sur leur doc, ils ont une to-do, une roadmap, ce qui est mieux que bypass sur Parser, qui n'en a pas encore en public. Ça viendra. En haut, je vous ai lancé un petit Jolokia Batch, vous connaissez, c'est un Docker que j'utilise souvent. Dedans, il y a du Java avec un Tomcat et un Jolokia. Des bêtises. Et du coup, derrière, l'idée, c'était de lancer un point slash. Ça, donc vous voyez que mon historique est propre, j'ai juste préparé pour le stream. Et là-dedans, on va juste faire sonner. Chop, il dit oui, ça a l'air un peu broken. Hésite normal. Oui. Et il va faire ses petits scans et potentiellement. Est-ce que je tape bien la bonne URL? Je vais quand même revérifier. Normalement, oui. À moins qu'ils aient changé. Ah non. Haha. Comment est-ce que je l'ai lancé le Docker? Non, pourtant c'est bon. FLMO. On refait ça. Refaire un petit show open port. Enjoy, voilà tous mes ports ouverts en écoute sur mon réseau interne. Choup. Ah, j'ai l'autre démo qui vient collide. On ne va pas faire ça, ou alors on va juste le remapper à base de docker run rm it port 8002 sur 8080 en interne. Et là, normalement, ça devrait marcher. Soon. On a dit 8002. C'est mieux. Ok, du coup c'est reparti, on reprend l'URL ce coup-ci qui n'est plus cassé, on reprend le point slash de leur outil, on va zoomer quelques fois, et paf.
Donc ça nous donne un output assez clean, franchement, par rapport à certains outils. De voilà ce que j'essaie, voilà tel est le retour. Petit mode JSON à prévoir s'il n'est pas déjà prévu. Non, petit mode JSON à prévoir si vous voulez être mangé par Secator, ce qui fait toujours plaisir, je pense, pour pas la rentabilité du projet, mais faire en sorte que, vu que le taf est fait, autant qu'il serve à un maximum l'interopérabilité. Donc voilà, ça teste des vieilles versions, plein de ver tempering, plein de petites failles. Là, il n'y a pas grand chose sur cet endpoint, mais c'est nice. Globalement, je sais qu'ils ont déjà fait. Ils ont déjà un peu spray en bug bounty et qu'ils se sont régalés, donc si ça marche pour vous, pourquoi pas pour eux. Un outil qui teste des DOS, par contre, par défaut, donc à utiliser en bug bounty si vous n'êtes pas très Charlie, et en pentest, évitez quand même, ou en tout cas, regardez un peu les payloads avant de balancer ça. Pré-prod, awk, prod, do not. Mais voilà, petit outil vraiment presque community-based, stream-based, parce que c'est full gens qu'on connaît et qu'on apprécie. On enchaîne sur GTFO Now, sauf tout le respect que je vous dois, qui est un outil pour faire de l'autoprivesc. Donc pareil, c'est rigolo, ça marche pour du CTF, ça marche pour du challenge, RootMe, Xbox, etc. En prod, à moins que ce soit vraiment un lab local ou autre, mais sinon en prod, ne faites pas ça. Amusez-vous, mais c'est sûrement destructif, parce que ça... Je sais pas à quel point c'était des exploits de kernel, mais déjà, le concept du tool, c'est, je reviens un peu dessus, voilà, choper 2-3 misconfigs, soit sur du sudo, sur DJID, soit sur des kappas, pour derrière aller en extraire des read-to-write primitives, pour derrière aller automatiquement modifier des fichiers ou des conf-systèmes, pour passer route. C'est destructif, donc tranquille la prod, on y va doucement. Et puis le curl d'une URL Python, bon. Oui, bon. Vérifiez quand même ce qu'il y a derrière l'URL. C'est vrai, mais après tu fais quoi? Sinon tu lances linpiz, tu le curl -o et derrière tu le point slash. Tu lis le code de linpiz à chaque fois que tu l'utilises. Juste dire aux gens de faire Python, le script.py, plutôt que de leur apprendre à aller run à l'aveugle des outils depuis internet. C'est compliqué. Et je sais que linpiz le fait aussi, et c'est embêtant. De toute façon, il y a un niveau de trust. Là, c'est quoi? Ce serait, il y a que 2-3 contributeurs. C'est pas assez peer reviewed, donc KO. Derrière, ce serait du linpiz, linpiz GitHub. Derrière, tu te dis, ok, ça a vraiment l'air d'être présent et de faire un consensus. Un nombre de contrib. Après, il suffit d'une pull request un peu daubée. Tout à fait, mais en soi, si le projet est assez gros avec assez. Oui, mais si c'est un truc avec assez de contributeurs, se rater, ok, avoir quelqu'un de vraiment extrêmement compétent à l'XZ, de toute façon ça va pas tous les projets, mais juste avoir une personne qui vient piocher son code dégueulasse au dernier moment, ça t'as quand même pas mal prémuni, parce que normalement t'as pas de merge sur master ou de release créé par autre que les maintainers du projet, donc t'es exposé à moins de monde, même un vrai repo bien protégé, idéalement le maintainer peut pas désactiver la protection de master sans que ça alerte les autres, donc quelqu'un devrait pouvoir réagir. C'est un bordel à mettre en place, mais ça peut. Ça peut. Qu'est-ce que ça dit? Pour avoir utilisé en mission, c'est banger. C'était celui d'avant, je crois. Ah, celui où il a fait l'issue. Ok, ouais, avec HTTP. Nice, oui, ok. Sinon, c'était terrible comme enchaînement de choses. Ok, par contre, Python relou, ouais. Comment c'est Python relou? Non, c'est nice. C'est nice, un coup de pipi, c'est un coup de mise.